s'agit de notre dernier temps fort pour cette deuxième journée digitale et internationale de la supply chain organisée par Agora Club Manager. Deux choses tout d'abord à ne pas oublier avant de débuter ce bel échange. Tout d'abord, pensez à voter pour le prix de la start-up de l'année. L'Agora des directeurs supply chain et Sprint Project vous invite à vous connecter pour élire la start-up 2020. Deuxième chose à ne pas oublier, posez vos questions. Il y a une petite barre à votre droite, une barre de chat, tout le monde a l'habitude. Nous prendrons le temps d'y répondre 10-15 minutes avant la fin de ce webinaire et encore toutes nos excuses pour ce léger contretemps. Nous allons débattre d'un thème ô combien d'actualité. Pour cette nouvelle conférence, il sera effectivement question du bien-être collaborateur en tant que stratégie de fidélisation et d'engagement des équipes. Pour ce dernier temps fort, nous avons le plaisir d'accueillir Cécile Tricot, DG Europe du Sud chez Prologis. Bonjour Cécile. Bonjour. Et nous avons également à distance Frédéric Martin, directeur du développement logistique C-Logistics, Cdiscount Casino. Bonjour Frédéric. Bonjour à toutes et tous. Bonjour. Et à nos côtés, pour ce dernier temps fort, nous accueillons un membre du comité de pilotage des directeurs de la supply chain, François-Xavier Forestier. Bonsoir François. Bonsoir. Donc rentrons dans le vif du sujet. Une première question pour Cécile. Est-ce que vous pouvez juste nous rappeler en quelques mots ce que fait Prologis ? Bien sûr, Prologis, nous sommes une foncière immobilière, donc un investisseur immobilier dont la particularité est d'être exclusivement investi en entrepôt logistique. Voilà. Donc on est un pure player, comme on dit, dans le milieu immobilier. Une niche. Une niche. Une grosse niche avec des gros immeubles, mais une niche quand même. D'accord. Pouvez-vous nous donner quelques chiffres sur ce que représente un peu l'activité logistique en France pour vraiment planter le décor ? Alors nous, en fait, on gère un patrimoine de 3 millions de mètres carrés. Donc ça représente environ une grosse centaine d'immeubles. On a à peu près 200 clients. L'activité logistique en France, c'est en fait ce qui permet de faire marcher quasiment le reste de l'économie, on va dire. C'est-à-dire, on l'a bien vu là. voilà, on a bien vu pendant la crise que l'on vient de vivre sur les mois qui viennent de s'écouler, comment en fait la logistique a soutenu, lorsqu'on arrête l'économie, en fait, eh bien, il faut continuer à s'approvisionner, que ce soit approvisionner les équipements sanitaires ou les équipements de santé, que ce soit continuer d'approvisionner tout ce qui est nourriture, vêtements et tout ce qui fait notre vie quotidienne. Et également quelque chose de très important, parce qu'on pense beaucoup la logistique aujourd'hui par rapport au e-commerce en B2C, mais la logistique, ça sert également beaucoup et même en majorité le B2B. Bien sûr. Et donc en fait, les approvisionnements de toutes les entreprises sont aussi faits via la logistique. On a quand même eu conscience avec notamment les masques délivrés en milieu Voilà, hospitalier, là c'est du B2B mais très visible. En fait, effectivement, c'est un petit peu la difficulté de cette activité logistique. On en prend souvent conscience quand ça ne fonctionne pas. C'est une activité qui, et on s'en plaint, c'est une activité qui, dont l'objectif, on va dire, est de passer inaperçu. C'est-à-dire qu'en fait, la logistique, elle fonctionne quand on ne la voit pas, en fait. Oui. Voilà. C'est ça, c'est comme les services secrets un peu. Le bien-être, c'est pas un sujet nouveau du tout. On en parle depuis longtemps, la littérature professionnelle est pléthorique en la question. Comment c'est devenu un sujet en fait qui importe justement dans un entrepôt, dans le domaine de la supply ? En fait, très longtemps, la construction de l'outil logistique, donc des entrepôts, c'est faite plutôt dans une logique d'économie, puisque l'immobilier logistique, c'est un immobilier qui est beaucoup moins prestigieux, beaucoup moins, et donc beaucoup moins avec des loyers beaucoup moins élevés, donc des investissements moins élevés que lorsqu'on est dans d'autres classes d'actifs que sont les bureaux, l'hôtellerie et autres. Et donc pendant très longtemps, en fait, l'entrepôt, c'était l'endroit où on allait le matin, on faisait son activité, on pointait, et puis on partait le soir et on se dépêchait de partir pour rentrer enfin dans un lieu de vie qui était celui éventuellement plus proche du domicile, quoi. Aujourd'hui, ça ne suffit plus, et donc on a lancé une réflexion avec nos clients notamment, mais on a lancé une réflexion en se disant, il n'y a finalement pas de raison que quelqu'un qui travaille dans un entrepôt soit dans un environnement moins confortable que quelqu'un qui travaillerait dans des bureaux. Alors,
Naturellement, il y a des raisons à cela parce que les activités ne sont pas les mêmes, mais le bien-être au travail, c'est aussi une façon de fidéliser des collaborateurs. Il y a des endroits en France notamment où on est en déficit de main-d'œuvre logistique. D'accord, oui. Donc il y a une vraie course au talent, à l'attractivité et aussi à la fidélisation des salariés. Et leur offrir un environnement et un cadre de travail plus agréable et plus attractif peut être une bonne façon justement un bon élément différenciateur pour nos clients qui sont les opérateurs. On se situe comment, nous justement sur le sujet en France par rapport, on va dire, à nos homologues internationaux? C'est très français comme sujet ou pas du tout? Ça s'embrasse une tendance plus globale? Alors, la pénurie de main-d'œuvre logistique, c'est un phénomène qui est mondial, parce que la logistique est un secteur qui se développe très fortement et qui est très, très consommateur de main-d'œuvre, notamment aujourd'hui avec le développement du e-commerce. Donc, cette problématique d'attractivité des talents, effectivement, on la rencontre chez nos clients à peu près partout à l'international également. Donc après, le fait de se dire, nous, on est entré dans une démarche dans laquelle on s'est demandé comment on pouvait aider nos clients d'une certaine manière. Et eux mettent en œuvre évidemment des solutions. Frédéric Martin nous les décrira tout à l'heure. Mais nous, on s'est demandé comment on pouvait contribuer à leur côté et comment on pouvait travailler main dans la main avec eux, puisque finalement, ce qu'on met à disposition pour eux, c'est un outil de travail. Donc voilà, on fait partie de la chaîne aussi. Ouais, je me demandais s'il y avait une forme de compétition entre les acteurs de votre secteur autour de ce bien-être-là. Est-ce que c'est une demande client? Est-ce que c'est aussi une façon de vous différencier de vos concurrents? Alors, chacun des investisseurs, on est dans une stratégie évidemment d'essayer de se distinguer les uns des autres. C'est assez logique, il y a une forme de compétition. Maintenant, on est aussi dans une logique d'amélioration continue. Donc Prologis, on est leader sur le marché, donc on a la possibilité de faire les choses à grande échelle. Donc lorsqu'on teste une idée, en fait, on arrive à la déployer assez rapidement, de manière assez large. Mais effectivement, je pense que l'ensemble des acteurs du secteur ont pris conscience de cela et qu'il y a un travail qui est fait un peu partout. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que le bien-être au travail, ça passe par plein de choses. On travaille tous beaucoup sur des sujets environnementaux, on travaille tous sur des sujets d'éclairage, on travaille tous sur des sujets d'apport de lumière naturelle, d'isolation ou de contrôle des températures, pas seulement par la climatisation, puisqu'on est aussi dans une logique environnementale, on travaille sur des solutions d'amélioration de l'isolation des immeubles, etc. Donc ça y participe aussi. Donc ça, tout le monde est engagé là-dedans. Après, nous, ce que l'on met aussi en œuvre, c'est une série de services qui visent à effectivement accroître encore l'attractivité de nos immeubles. Vous parliez de vos clients. Je me tourne maintenant vers Frédéric Martin. Frédéric, vous m'entendez bien? Parfaitement. Super. Justement, vous, comment vous avez décidé d'adresser ce problème de la qualité de vie au travail pour mieux engager les collaborateurs? C'est venu comment? Est-ce que vous pouvez un peu nous faire les étapes, la genèse de cette réflexion et quelles problématiques vous avez voulu adresser? Alors nous, chez Cdiscount, on est encore dans une période d'entreprise jeune dans son secteur. On appartient au e-commerce. Le groupe Casino, depuis plus longtemps dans ces activités-là de bien-être au travail. Mais nous, via le e-commerce, et ce que résumait Cécile, c'est qu'on a aujourd'hui 2 familles de salariés qui investissent les locaux de nos entreprises, à savoir des personnes très administratives dans les bureaux des sièges sociaux dans le centre urbain, qui eux ont accès à tous ces services et autres. Mais aujourd'hui, on a des entreprises et la logistique du e-commerce qui était avant une logistique un peu cachée. On était un petit peu dans l'ombre des activités traditionnelles du commerce. Néanmoins, l'entrepôt existant comme auparavant, à savoir des grandes boîtes noires assez lugubres, via justement nos accompagnateurs comme Prologis, nous permettent aujourd'hui de penser différemment pour accueillir des talents et conserver ces talents. Aujourd'hui, on est dans un mode concurrentiel et je dirais que les éléments de différenciation pour nous, acteurs logistiques, pour satisfaire le bien-être de nos clients et le service que le client attend, passe aussi par le bien-être de nos salariés. Et par rapport à votre question, donc comment aujourd'hui nous on travaille depuis plusieurs années au bien-être de nos salariés pour qu'il n'y ait pas de différenciation entre les personnes qui ont la chance d'avoir des facilités d'accès à leur lieu de travail quand ils se trouvent en milieu urbain comme les sièges sociaux, les bureaux comme disait Cécile, qui sont les parents riches de ces activités-là. En logistique aujourd'hui, on doit justement travailler sur tous ces aspects d'apport de bien-être
pour gagner en facilité de transport, pour gagner en accueil et pour fidéliser non seulement des ouvriers employés, mais aussi de plus en plus de cadres. On rentre aujourd'hui dans des logistiques et le e-commerce, en particulier chez Cdiscount, dans des logistiques qui ont de plus en plus de cadres administratifs, de cadres opérationnels, et avec des gens qui peuvent aller pour des conditions meilleures de vie en dehors du travail, mais de vie également dans le travail, vers d'autres entreprises. Donc il faut qu'on retienne ces talents. C'est ce qu'on fait chez Cdiscount depuis toujours, hein. Aujourd'hui, on a des populations jeunes, attractives, mais il faut les fidéliser avec des gens qui vont devenir des pères de famille, qui vont avoir des activités de loisirs. Il faut qu'on puisse les fidéliser dans des lieux qui sont de plus en plus éloignés des centres urbains. Aujourd'hui, comme le disait Cécile, il y a un coût au mètre carré qui fait que la logistique a toujours été le parent pauvre. Néanmoins, pour continuer à conserver l'attractivité, il faut qu'on soit dans des zones plus éloignées des centres-villes, mais il faut qu'on ait aussi toutes les mesures nécessaires pour pouvoir attirer les gens et les conserver. C'est en ça où nous, on travaille chez Cdiscount depuis de nombreuses années, à faciliter les déplacements de nos collaborateurs, à les accompagner dans les démarches de service, d'avoir des systèmes de restauration, d'avoir la possibilité d'avoir des services de courses, des services de garde d'enfants et autres à proximité, de ne pas être obligé de faire des heures de kilomètres de voiture, avoir des possibilités avec les communautés d'agglomération, avec les élus, de chemins d'accès en mode de transport doux, pistes cyclables et autres. Et c'est en ça aussi on travaille avec nos interlocuteurs bailleurs, à savoir Prologis, dans le cadre de ces parcs logistiques. Très bien. Une autre question, justement, en quoi l'entrepôt peut-il être différenciant pour les employés? Où est-ce qu'ils mettent le curseur aujourd'hui? Vous parlez de fidéliser. C'est quoi les tendances fortes pour justement fidéliser les opérateurs ou les cadres? Ben, se sentir bien et avoir un sentiment d'appartenance au lieu de travail dans lequel on se trouve. Mais ça passe déjà, comme je vous le disais, par la facilité d'accès. Aujourd'hui, on sait très bien que par la concurrence, et encore une fois, je vous dis, la logistique et surtout dans le e-commerce, c'est un élément de différenciation qui permet de satisfaire au mieux nos clients en réduisant les coûts, en permettant d'avoir des objectifs atteints avec des coûts maîtrisés pour avoir toujours une longueur d'avance compétitive. Et en ça, nos opérateurs et nos employés sont des fois plus intéressés d'être dans un entrepôt d'un concurrent, d'une autre activité de retail ou autre activité logistique ou même industrielle, parce qu'ils vont avoir 10 minutes de trajet inférieur le matin et le soir pour pouvoir venir de leur domicile, pour aller chercher leurs enfants en sortie d'école, pour aller faire leurs activités à l'extérieur de l'entreprise. Donc aujourd'hui, il faut qu'on arrive à maîtriser cela, à proposer des services à l'extérieur de l'entreprise pendant les heures de pause. Et tout cela, aujourd'hui, c'est ce qui permet de retenir facilement nos salariés et de pouvoir avoir une attractivité complémentaire pour bénéficier, nous, d'un choix de salariés et pas seulement des salariés qui s'imposent à nous. Très bien, très bien. Donc, assumer au final plus facilement les migrations pendulaires et puis l'équilibre vie professionnelle, vie perso. Là, j'entends qu'on essaie vraiment d'écouter au maximum les collaborateurs. Je me retourne vraiment du côté de Cécile par rapport à la côté plus bâtiment. Donc, Prologis, votre réputation n'est plus à faire. Mais en quoi, justement, louer un entrepôt chez vous, est-ce que ça permet de recruter plus facilement, tout simplement? Alors, c'est l'objectif qu'on se fixe. Donc, la réponse, elle est effectivement chez nos clients. Mais moi, j'ai retenu un mot qu'a prononcé Frédéric, c'est le mot d'appartenance. Et j'y ajouterai le mot de fierté. C'est-à-dire que l'entrepôt, ça doit être le lieu dans lequel on a envie de montrer à ses enfants où on travaille, etc. Donc, en fait, l'image de l'entrepôt avec sa façade un peu gondolée, les herbes folles qui poussent autour, etc. Tout ça, c'est quelque chose qui est assez obsolète. Nous, on construit des entrepôts dans des parcs qui sont paysagers, dans lesquels on a une action sur les plantations, la biodiversité, dans lesquels on a les entrepôts en eux-mêmes, comme je le disais, bénéficient de plus en plus de lumière naturelle, par exemple. On aménage des espaces. Quand on construit un entrepôt de 30, 40, 50 000 mètres carrés, on construit à côté, et Frédéric le disait, il y a toute une population administrative qui travaille aussi, et donc on construit 1000, 1500 mètres carrés de bureaux. C'est déjà une bonne taille. Ces mètres carrés de bureaux, jusqu'à présent, on mettait la moquette la moins chère possible, le faux plafond un peu basique, etc. Aujourd'hui, on est en train de vraiment travailler là-dessus parce que finalement, le surcoût induit est à une échelle assez limitée par rapport
par rapport au coût global de construction. On construit aussi, et surtout si on le conçoit très très bien, très en amont, et qu'on travaille bien sur ces sujets d'achat, de conception du bâtiment, etc., on peut arriver en plus à avoir des surcoûts qui sont quand même relativement maîtrisés. On travaille aussi sur les espaces communs, sur les espaces de cafétéria, les espaces de restauration, qu'ils soient intérieurs à l'entrepôt, ou aussi à offrir ce service de restauration quand on le peut dans l'enceinte du parc logistique. Donc, effectivement, on travaille sur le bâti, sur l'espace qui l'entoure, sur les connexions, la mise en place de navettes vers les transports en commun, par exemple, la mise en place de bornes électriques pour pouvoir recharger soit des véhicules électriques, soit des trottinettes, soit des vélos électriques, etc. Donc, toutes ces choses-là font partie des sujets sur lesquels on travaille et des choses qu'on met en œuvre. Et puis surtout, on le construit avec les clients, en fait. Ouais. Pour les employés qui viennent en mobilité douce, ils ont ensuite leur petite parking pour charger leur... C'est exactement. Oui, tout à fait. Voilà. Donc alors aujourd'hui, on a, comme je disais, on travaille sur des sites pilotes. Donc en fait, on est en train de le mettre en œuvre, de le déployer, on teste des choses. Et puis au fur et à mesure, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un patrimoine assez significatif pour ensuite étendre cela. J'ai eu l'occasion de travailler sur des entrepôts dans différentes régions, dans différents pays. Est-ce que vous arrivez à mesurer, ce sera peut-être une question pour Frédéric également, vous arrivez à mesurer des attentes différentes, peut-être province versus région parisienne s'il y en a, peut-être d'un pays à l'autre si vous êtes actif dans d'autres zones? En fait, ça dépend de plusieurs facteurs. Ça dépend effectivement de l'endroit où on se situe. Donc, quand par exemple on dit on va mettre en place un parcours sportif sur un site, un parc d'entrepôt, c'est vrai quand on est à Marseille au milieu de l'été, peut-être que le footing en milieu d'après-midi c'est moins indiqué que quand on est au Havre ou à Lille. Mes collègues espagnols, ils ont installé un paddle sur le toit d'un des entrepôts. Un paddle. La raquette. Non, pas un paddle, non, quand même. Non, on est innovant, mais pas à ce point-là. On installe, nous, on réfléchit à installer des terrains de pétanque dans le sud ou des terrains de basket ailleurs. Voilà, donc là, effectivement, ça fait partie des spécificités. Lorsqu'on travaille sur la partie environnementale, le panneau solaire, il trouve un peu plus son application dans certaines régions que dans d'autres. Mais après, on a aussi des parcs qui sont en fonction des marchés loués à différentes typologies de clients. Et en fonction de la typologie de clients, les besoins et les attentes ne sont pas les mêmes, selon qu'on est avec des chargeurs ou qu'on est avec des prestataires, selon qu'on est plutôt sur des endroits dans lesquels on a plutôt une activité de e-commerce ou plutôt des activités plus traditionnelles, selon qu'on a des acteurs qui sont plus du domaine privé ou peut-être plus administratif. Enfin, voilà. Et donc tout ça fait que l'idée, c'est vraiment de faire plutôt du sur-mesure. On développe une sorte de palette de services possibles. Et après, on va l'adapter en fonction de la demande et locale. Donc ça peut être la géographie, mais ça peut être aussi d'autres paramètres. D'accord. Et Frédéric, de Moissy-Cramayel à Bordeaux et inversement, peut-être des choses aussi à nous partager? Tout à fait, hein. Nous sommes présents sur 3 pôles géographiques majeurs pour nos activités supply chain permettant de servir nos clients dans Cdiscount à travers la France et maintenant l'Europe, à savoir la région parisienne, la région historique de Bordeaux et Cestas, ainsi que la région stéphanoise, qui est aussi le berceau fief du groupe Casino. Néanmoins, les attentes ne sont pas les mêmes. Quand on est sur Bordeaux ou Saint-Étienne, les gens ont plus besoin de moyens de stationnement, d'accès facilitant et de services autour pour pouvoir gérer leur vie avant, pendant et après l'entrepôt. Quand on est en Ile-de-France, c'est plus les moyens d'accès via les transports en commun qui sont privilégiés. Néanmoins, il y a également la voiture. Mais pour rejoindre ce que disait Cécile, vraiment, il y a ce sentiment de fierté quand nous, on investit un bâtiment ou quand on construit ou quand on a des projets avec Prologis d'amélioration du bien existant ou des biens à venir, on travaille aussi sur cette appartenance et cette fierté qu'on a à vouloir véhiculer notre confort de travail. Pour preuve, chez Cdiscount, on est très fiers tous les ans de faire des portes ouvertes pour l'ensemble des collaborateurs et de leur famille, surtout pour faire découvrir nos environnements de travail. Ça passe aussi par l'amélioration qu'on veut montrer aux familles. La logistique a toujours eu cette image de métier difficile, pénible. Aujourd'hui, voilà, quand nos familles viennent visiter, elles sont fières aussi de ressortir, que les enfants aient les yeux qui brillent quand ils voient de la cobotique, de l'aménagement en lien aussi avec nos bailleurs, qui nous permettent de modifier un petit peu les structures
existantes des bâtiments pour accueillir de nouvelles technologies qui permettent d'accompagner la pénibilité de nos employés. Mais ça passe aussi par le parcours global d'un salarié quand il vient sur un entrepôt du matin au soir. Il y vit presque plus longtemps que dans sa propre maison et passe plus de temps avec ses collègues qu'avec sa propre famille souvent. Donc il faut que le lieu soit accueillant dès le matin, c'est-à-dire que quand les gens ont fait 3/4 d'heure, 1 heure de trajet, que ce soit en voiture, en transport en commun ou autre, il faut que les derniers mètres soient agréables, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on ait la pluie quand il y a des régions comme Bordeaux où il pleut régulièrement, même s'il fait très beau aussi. De même, quand il y a trop de soleil, il ne faut pas qu'on ait une température excessive avant de commencer. Il faut qu'on passe par un lieu d'accueil qui permette de prendre un premier café de manière agréable pour discuter avec ses collègues, qu'on ait des sanitaires qui soient agréables aussi. Voilà, on n'est pas dans une logistique des années 1900, la sortie des usines où c'était très désagréable, où c'était des métiers où on était tout noir en sortant. Non, aujourd'hui, on est dans des bâtiments qui vivent et qui donnent envie de vivre. Voilà, le e-commerce en est la plus belle preuve. Aujourd'hui, nos salariés déambulent comme les clients déambulent dans des centres commerciaux, mais pour préparer des commandes des clients. Donc, il faut qu'ils se sentent bien et qu'ils aient envie. Ça se rejoint chez nous par un absentéisme qui se réduit, par une facilité de productivité améliorée, parce que naturellement, les gens s'orienteront vers leurs tâches du jour et non pas vers des difficultés rencontrées tout au long de leur parcours dans l'entrepôt. Donc, c'est très important pour nous de travailler tous ces sujets-là. On parlait des véhicules électriques et des moyens d'accès doux au bâtiment, mais ça marche aussi tout au long de la journée dans l'entrepôt. Aujourd'hui, tous nos personnels de maintenance qui, il y a encore 5 ans, marchaient avec des éléments très lourds pour modifier une structure qui était endommagée, pour faire des travaux d'amélioration, travaillent aujourd'hui avec des véhicules électriques qui peuvent naviguer dans l'entrepôt sans gêner les collaborateurs, à l'instar des engins de manutention. Et tous ces moyens électriques ont été renforcés par des améliorations, comme Prologis l'a dit, la mise en place de bornes de véhicules électriques pour accueillir justement des moyens d'amélioration des conditions de travail et du bien-être, ne serait-ce que la modification des charpentes par des charpentes bois qui amènent un confort visuel. Voilà. L'entrepôt, il doit se vivre avec les 5 sens tout au long de la journée pour justement avoir un bien-être qui permet de ne pas penser à qu'est-ce qu'on va faire ce soir, mais au contraire, être productif pour se dire ce soir quand je vais repartir, je vais avoir passé une bonne journée et je vais être aussi productif chez moi et plus sympa en famille, etc. Tout à fait. Frédéric, je continue avec vous. Si on évoque un peu l'aspect héroïste des opérations mises en œuvre pour la qualité de vie au travail, le bien-être, ça se reflète comment sur la productivité, le turnover, l'absentéisme? Vous avez des indicateurs un peu clairs sur le sujet? Alors, des indicateurs clairs, oui, on en a. Le premier, c'est, comme vous le disiez justement, l'absentéisme, qui est assez mineur dans nos activités, que ce soit sur nos 3 pôles, hein, aussi bien sur des régions Île-de-France, bordelaise ou stéphanoise, où on a des populations et des particularités différentes, mais l'absentéisme est très faible du fait que les gens arrivent facilement à venir dans nos entrepôts, sont fidélisés par ce bien-être au travail qu'on met à disposition, hein. Je vous expliquais la cobotique tout à l'heure pour accompagner des tâches difficiles où les collaborateurs pourraient être amenés à vouloir changer de métier. Donc ce REI, il est là parce qu'on arrive plus facilement à fidéliser les gens et en fidélisant les gens, on a une meilleure productivité naturelle qui se crée parce que les gens ont l'habitude de leur travail, les gens naviguent dans l'entrepôt de manière sécurisée, font attention à l'environnement dans lequel ils travaillent. Donc le REI, il n'est pas que sur la productivité pure, il est aussi sur toute l'amélioration continue des détériorations quotidiennes qui existent dans toute activité industrielle ou logistique, les déplacements, les manutentions, toute l'amélioration qu'on apporte à nos salariés pour les accompagner aussi bien dans l'attrait du bâtiment, de l'infrastructure, que dans la productivité et la cobotique, permettent aussi de réduire la pénibilité, de réduire les accidents, de réduire les coûts liés à des capex extensifs sur tout ce qui est travaux d'amélioration ou de réparation. Donc oui, le REI, il est flagrant. Et ça nous permet tous les ans d'améliorer encore plus nos activités parce qu'on va rajouter des dépenses sur de l'amélioration plutôt que sur des réparations ou sur des contraintes à régler. Vous anticipez ma prochaine question, Frédéric, justement, qui dit ROI, dit aussi challenger les coûts, le prix. Un tel entrepôt où on met du bien-être en place, ça a quoi comme surcoût chez vous? C'est un surcoût mineur, étant donné qu'aujourd'hui, nous, on a toujours pensé ces entrepôts de manière intelligente, si je puis m'exprimer ainsi, pour justement faire en sorte que les opérateurs soient au centre de l'activité et non pas soient un complément de l'activité. Donc ça fait voilà, moi ça fait 8 ans que je suis chez Cdiscount, j'ai déjà éprouvé plusieurs Noëls
avec plusieurs saisonnalités, avec une amélioration, des évolutions de volume manifestes. Aujourd'hui, ça a toujours été pensé, moi, depuis que je suis dans cette entreprise. J'ai jamais eu ce sentiment de vouloir améliorer toujours et toujours, sans avoir de contraintes fortes. C'est-à-dire que ce que je veux dire par là, c'est qu'on a toujours été dans cette démarche d'amélioration et de bien-être de nos salariés. On n'a pas attendu que le RSE soit à la mode pour nous faire en sorte de vivre dans un environnement sain avec la valorisation des déchets. On n'a pas attendu que ce soit l'innovation de la cobotique qui soit mise en place pour accompagner des startups comme Exotech pour améliorer les conditions de travail de nos opérateurs de picking, de préparation de commandes. On n'a pas attendu que le RSE soit à la mode pour dire attention les déchets, pour faire en sorte d'avoir la réduction du vide dans les colis, parce que le vide dans les colis, c'est la facilité de manutentionner les colis, c'est la facilité d'avoir moins de poids à porter, c'est aussi moins de camions sur les routes, ce qui est important pour les collaborateurs qui vont être fiers de représenter Cdiscount pour toutes ces démarches. Donc toute cette amélioration-là, nous on la vit au quotidien depuis toujours. Elle s'accompagne aussi via l'aide de nos bailleurs pour le bien-être de la boîte dans laquelle on opère. Mais nos opérateurs sont fiers de ça parce que nous, on n'est pas attentistes et on n'attend pas que ce soit la mode pour gérer des solutions d'amélioration, de bien-être, de productivité, de service aux clients. Mais c'est notre ADN parce que c'est ce qui nous a fait devenir le leader français du e-commerce en accompagnant nos clients parce que nos salariés étaient bien intégrés et étaient bien dans leur basket et leur permettaient de travailler correctement et de répondre aux services qu'attendaient nos clients en fait. Alors moi j'imagine, Frédéric, qu'il y a une saisonnalité aussi qui est liée à votre activité tout simplement. Donc certainement des intérimaires qui sont capables de dire je choisis Cdiscount par rapport à d'autres pour les conditions de travail que j'y trouve. Est-ce que vous avez aussi cette approche spécifiquement pour eux, mais également pour les prestataires qui peuvent intervenir sur le site et puis plus particulièrement peut-être les chauffeurs aussi? Tout à fait. Pour les intérimaires, donc forcément, c'est une activité pour nous très importante, hein. Le rôle des personnels qu'on adjoint pour les périodes de Noël, où on multiplie par 4 nos effectifs pendant les 3 mois post-Noël, parce que ça s'étale ensuite un petit peu aussi jusqu'au solde de début d'année. Mais on les accompagne également, c'est-à-dire que via nos agences d'intérim, via nos activités ressources humaines, relations sociales, HSE, on a mis en place des partenariats avec des sociétés qui permettent d'accéder au covoiturage plus facilement, d'avoir des facilités, d'avoir du cagnotage permettant d'avoir des achats plus facilitants sur Cdiscount ou sur d'autres acteurs. On n'est pas les seuls dans ce cas-là, hein. Donc oui, on se fait accompagner. On privilégie aussi la mise en place de places de stationnement plus proches de l'entrée des entrepôts pour les personnes qui veulent utiliser le covoiturage, intérimaires, salariés et autres. Le bien-être en était la preuve pendant cette période de crise sanitaire que nous venons de passer, hein, en sachant que nous avons mis les mêmes dispositifs en place de mise à disposition de masques en tissu, en papier, de gel hydroalcoolique pour l'ensemble des opérateurs du site, à savoir les chauffeurs, les salariés, les intérims, les intervenants extérieurs. D'autant plus, vous voyez, aujourd'hui, il y a toujours des mesures en place jusqu'à demain, peut-être avec les levées de certaines mesures sanitaires par le gouvernement, de coupure de tout ce qui est air frais amené dans les entrepôts. On n'a pas le droit de ventilation, on n'a pas le droit de climatisation. Néanmoins, nous, on a mis en place depuis 2 mois, parce que les chaleurs ont commencé bien avant l'été, dans la région sud-ouest, mais aussi en Ile-de-France, on a mis en place pour le bien-être de l'ensemble des salariés, que ce soit intérim, administratif, personnel de manutention, personnel de maintenance, des brumisateurs individuels mis à disposition des salariés pour leur confort, leur bien-être, des pauses fraîcheurs supplémentaires dans des lieux adaptés, et le disait Cécile, hein, aujourd'hui les réfectoires, les lieux de pause sont aussi très importants parce que c'est le seul moment où les personnels peuvent prendre soin d'eux pour pouvoir être dans un moment de confort et de bien-être, leur permettant de retravailler plus facilement à la reprise de l'activité après les pauses. Donc il faut qu'ils se sentent bien. Et justement, la crise Covid nous a mis en face de situations qu'on n'avait pas imaginées à l'époque, de vivre dans un entrepôt ou dans des locaux administratifs sans climatisation. Comment on s'organise? Et tout ça, on le travaille et on le partage depuis le mois de mars avec l'ensemble de nos bailleurs, et dont Prologis, qui a été un des acteurs les premiers à nous solliciter sur comment améliorer les conditions dans des périodes plus spécifiques et plus contraignantes qu'on n'imaginait pas jusqu'à présent. Merci Frédéric. Cécile, je vois que le temps passe à une vitesse exceptionnelle. Une dernière question avant de passer justement aux questions des visionnautes.
pour vous, selon vous, avec votre vision des clients, de votre portefeuille client, ce côté bien-être au travail et puis en final cette nouvelle façon d'agencer, de penser l'entrepôt, est-ce que c'est encore perçu comme un centre de coût ou un centre de profit aujourd'hui? Est-ce qu'on a besoin encore d'évangéliser sur le sujet ou il y a une maturité certaine qui s'explique avec un marché sous tension au niveau des bassins d'emploi? Je pense que le marché a acquis la maturité pour ça. Je pense également qu'encore une fois, lorsque l'on conçoit bien les choses très très en amont, les surcoûts sont finalement assez maîtrisés. Et puis, je pense qu'il trouve, Frédéric l'a très bien dit, si on arrive à réduire le turnover, l'accidentologie, si on arrive à réduire le taux d'absentéisme, etc., d'une certaine manière, alors en élargissant un petit peu le regard, le surcoût d'un côté peut être aussi compensé par des économies par C'est ailleurs. une règle Donc, vertueuse qu'on retrouve partout. Sur le turnover, le taux d'accidentologie je pense que effectivement, là, très sincèrement, ça va dépendre essentiellement de l'opérateur. C'est-à-dire que on peut mettre en place des outils et puis ensuite les clients suivent plus ou moins et donc vont un petit peu plus loin, comme le décrivait Frédéric, sur eh bien, tout ce qui est outillage, robotique, ce qu'ils mettent à disposition de leurs salariés. C'est là, après, on est dans la culture d'entreprise. Oui, tout à fait. Je ne vais pas me prononcer sur la culture d'entreprise de mes clients, mais je pense qu'aujourd'hui, il y a une vraie prise de conscience qui est que il n'y a pas de raison que l'entrepôt, ce n'est plus une grande boîte un peu moche, vide, sans personne dedans, dans lesquelles les gens portent les choses à la main. Donc, on est dans quelque chose qui est aujourd'hui, c'est très intéressant à visiter un entrepôt. C'est hyper high-tech et c'est un endroit dans lequel il n'y a pas beaucoup de bruit. On pourrait imaginer que c'est très bruyant. En fait, aujourd'hui, il y a un énorme travail qui a été fait sur l'acoustique aussi. Et tout ça participe de ce que l'on appelle le bien-être en général, mais on va continuer à innover, on fera encore des choses encore mieux dans le futur, on va dire. Donc fini poussière et bouchons d'oreilles. Mais je pense, alors des bouchons d'oreilles, je crois qu'il y en a encore un petit peu. Je voudrais pas non plus être trop enthousiaste, mais oui, bien sûr, on est dans un environnement qui est beaucoup plus agréable qu'avant. Oui. Merci Cécile, merci Frédéric, merci François-Xavier. On va s'arrêter ici pour l'échange en mode table ronde. On va inclure les visionnautes, mais avant un petit jingle. De retour sur le plateau d'Agora Média pour la phase de questions-réponses. Vous l'avez remarqué, François-Xavier Forestier est à mes côtés. Donc c'est Brice Giraud, directeur des relations communautaires chez Agora Club, qui va reprendre le flambeau. Brice, une première question, s'il te plaît. Oui. Comment rapprocher les entrepôts des villes pour limiter les kilomètres des collaborateurs aux revenus modestes et l'impact aussi de la distance sur l'environnement, même si le bruit reste une pollution? Deux questions. Alors peut-être sur les entrepôts qui se rapprochent des villes, c'est vrai qu'un des points extrêmement importants, c'est au-delà de rapprocher l'entrepôt de la ville, il faut rapprocher l'entrepôt des lieux d'habitation. Alors tout le monde n'habite pas en ville malgré tout. Mais l'idée, c'est vraiment il y a un énorme travail aussi qui est en cours sur l'intégration des zones logistiques dans leur communauté immédiate et faire en sorte aussi que l'entrepôt soit un peu plus ouvert ou en tout cas tourné vers les communes dans lesquelles il est implanté et peut-être effectivement limiter les mouvements pendulaires en faisant en sorte que... Là, du coup, ça ouvre un champ très très large de formation, de capacité d'accueil, on va dire, en résidentiel, en service, etc., les écoles autour des entrepôts, de façon à ce qu'on puisse limiter les flux, effectivement. Voilà. Donc c'est finalement, on revient un peu au début de l'industrie où les entreprises, on pense à des grands groupes, des constructeurs auto, rassembler tout au même endroit. Et finalement, là, c'est les logisticiens qui récupèrent un peu cet esprit-là, finalement. Effectivement, on a peut-être aujourd'hui, en tout cas, beaucoup moins d'industrie qu'il y en a eu dans le passé en France. L'entrepôt, aujourd'hui, ça peut faire... c'est un lieu dans lequel on travaille et dans lequel il y a effectivement une concentration de main-d'œuvre assez importante. Ouais. Merci. Frédéric, un mot à ajouter sur le sujet?
Oui, à savoir, comme le dit Cécile, hein, il y a deux axes. Hein. Il y a un, pour répondre entièrement à votre question, il y a le premier axe qui est comment ramener l'entrepôt au milieu urbain en l'intégrant dans le paysage et en devenant un lieu de cohabitation avec des services, avec les personnes, que ce soit les soirs, les week-ends. L'entrepôt peut ne pas être fermé si on y ajoute des services, de la proximité, de loisirs et autres. Mais également, comme les entrepôts sont de plus en plus éloignés des villes aujourd'hui, hein, pour des questions de gestion foncière et de coûts au mètre carré, on est souvent demandé par des élus d'intégrer, hein, pour redynamiser des régions parfois sinistrées, parfois des friches industrielles et autres. Il faut aussi que les élus nous accompagnent dans ces démarches. Aujourd'hui, le fait de fidéliser les personnels sur site et éviter que les personnes reprennent leur véhicule pour faire 3/4 d'heure, 1 heure de route, doit s'intégrer, comme le disait Cécile, dans une vie associative, dans une vie collective, des équipements. Et l'entrepôt peut participer à tout cela. C'est-à-dire que les coûts peuvent être réduits parce qu'on va partager des installations communes en mise en place. Aujourd'hui, c'est tout un modèle à repenser. Après, est-ce qu'on parle de villes vers les champs ou est-ce qu'on parle de régions globales au niveau de la France, par exemple, hein. Nous, on en est le meilleur exemple, hein, Cdiscount. On est une des rares entreprises dont le siège social se situe en province. On est à Bordeaux depuis toujours. Nos premiers entrepôts étaient à Bordeaux. Aujourd'hui, on se rapproche et on a des implantations en Ile-de-France et en Rhône-Alpes pour se rapprocher des zones de chalandise. Néanmoins, nos activités bordelaises livrent tous les jours Paris et les grandes villes françaises dans la même journée pour une commande qui est passée en fin de matinée, début d'après-midi, parce qu'on utilise aussi des moyens doux. À savoir, on a bénéficié à l'ouverture de la ligne TGV qui rapprochait Bordeaux de Paris à moins de 2 heures, de créneaux et de sillons en utilisant les sous de TGV. Ça, peu de personnes le savent, mais avec un moyen qui est aujourd'hui 100% écologique, parce que non compensateur d'impact carbone fort, on utilise le TGV tout le jour pour remonter des milliers de colis sur Paris et les livrer le jour même aux utilisateurs qui ont commandé en fin de matinée, début d'après-midi, et qui sont livrés entre 19h et 22h depuis les gares parisiennes, avec des modes doux ensuite de vélo et autres, en utilisant justement tout ce qui est mis maintenant au niveau des villes urbains. Mais voilà, il y a deux axes aujourd'hui dans la logistique, c'est les entrepôts ne peuvent pas s'intégrer avec des milliers de mètres carrés à la campagne, mais il faudra aussi des entrepôts en ville pour rapprocher les moyens de livraison de proximité. Donc tout doit s'intégrer dans le cadre dans lequel on se trouve. Très bien. Une autre question, Brice? Oui, une question un peu connexe. Hein. Pourquoi est-il si difficile de réhabiliter des friches industrielles, souvent des zones industrielles proches des villes, par exemple le foncier SNCF? Est-ce économique en coût de réhabilitation en prix du mètre carré? Alors, nous, on s'est fait une spécialité de reconvertir les friches industrielles. Les sites dont on parle dans le sud de la région parisienne, c'est un ancien site PSA que l'on a racheté il y a 10 ans et sur lequel on va construire notre dernier entrepôt. La construction va commencer dans les semaines qui viennent. Donc, la difficulté des friches industrielles, c'est que c'est du temps long. Donc, il faut être capable de se positionner sur un foncier et le porter très longtemps. Donc, ce sont des activités qui sont plus compliquées quand on est dans une logique de promotion parce qu'on est dans des temporalités qui sont un petit peu différentes. C'est aussi souvent des opérations qui font appel à une succession d'autorisations administratives entre la dépollution, entre l'obtention des autorisations de construire, entre les projets, etc. Et tout ça fait qu'il y a une complexité, notamment administrative, qui nécessite de travailler de longue haleine. Donc voilà, je pense que c'est un des principaux freins. Mais après, effectivement, c'est un excellent moyen d'éviter de continuer à artificialiser des sols, puisque par définition, une friche industrielle, c'est un endroit qui a déjà été utilisé en fait par le passé. Oui, tout à fait. Puis c'est toujours plus dur sur de l'existant. Hein. Oui, mais après, tout dépend de ce qu'on veut en faire. Voilà, c'est... Tout à fait. Brice, une dernière question, je vois que le temps file. Oui, une dernière question qui pourrait paraître anecdotique, mais je pense qu'il ne l'est pas, pour attirer les talents et notamment toutes les jeunes générations en entrepôt. Ne faut-il pas changer le nom entrepôt très connoté usine? On parle d'ailleurs de l'hôtel logistique de Chapelle.
En fait, aujourd'hui, la question de l'entrepôt, c'est une question ou de la logistique, c'est une question de maillage. Alors effectivement, on parle d'hôtel logistique. Le projet de Chapelle, il est intéressant. C'est pas un des nôtres, mais je vais quand même en parler. J'espère que j'en parlerai aussi bien que ne l'aurait fait son investisseur. Mais c'est une expérience intéressante puisque c'est une expérience de mixité. Donc, mais il faut de tout, en fait. Il faut effectivement... on est vraiment sur la construction d'un réseau. Donc, on a un réseau dans lequel il y a de grands entrepôts à l'extérieur des villes. Et puis ensuite, on limite ou on diminue la taille jusqu'à arriver en cœur de ville. Frédéric, désolé, le disait tout à l'heure. Il faut aussi de l'entrepôt en ville. L'entrepôt en ville, ça permet de manière peut-être contre-intuitive de limiter les flux. C'est-à-dire, ça permet de les organiser, ça permet de les rationaliser, ça permet de les transformer en mode de livraison doux, alors que si on n'arrive pas à créer ce maillage-là, on aura quand même le gros camion ou le gros van qui sera parti de l'entrepôt un peu plus loin et à l'extérieur de la ville. Donc, je ne réponds pas complètement à la question concernant la terminologie. Est-ce qu'il faut transformer l'entrepôt ou son nom, ou est-ce qu'il faut transformer l'image que l'on en a ? Ça reste malgré tout, ça peut être un hôtel logistique, mais encore une fois, dans hôtel, on entend un peu mixité, on entend un accueil qui est un petit peu différent. Là, c'est surtout que je pense qu'il faut vraiment bien comprendre comment ça fonctionne et c'est ce à quoi on s'attache. C'est effectivement modifier l'image de l'entrepôt ancienne génération vers ce que l'on fait aujourd'hui, qui sont vraiment, encore une fois, des petits objets technologiques passionnants. Merci. Chez vous, Frédéric? Je dirais même, pour compléter Cécile, l'hôtel est plutôt pour des moyens multimodaux accompagnant la supply chain globale. Moi, je dirais plus qu'on est dans l'industrie logistique. Aujourd'hui, on est de plus en plus dans une mutation qui fait que les entrepôts dits de stockage uniquement ne sont pas que du stockage, c'est du flux permanent d'entrée-sortie, de préparation, de différents métiers. Donc, on est de plus en plus tourné vers une industrie logistique. Aujourd'hui, il y a de l'industrie alimentaire, il y a de l'industrie automobile. Pourquoi on ne parlerait pas d'industrie logistique de distribution qui serait beaucoup plus agréable? On a la chance, malgré le fait que la crise sanitaire a été complexe pour tout le monde, d'avoir mis la logistique justement qu'on représente en lumière. Les élus, le gouvernement et autres ont marqué fortement leur volonté de remettre la logistique un petit peu au milieu de la place qu'elle doit représenter, non pas seulement de l'ombre, même si on est très bien dans l'ombre parce qu'on fonctionne correctement et les gens nous embêtent moins, mais néanmoins, ça va nous aider aussi vis-à-vis des élus d'avoir des entrepôts qui seront mieux configurés et d'avoir vraiment cet objet de coordinateur entre les différents acteurs de la vie globale, à savoir le commerce, le consommateur. Et nous, on est au milieu de tout ça, et de plus en plus, dans tous les métiers aujourd'hui, dans toutes les industries et la logistique. Donc, les entrepôts en tant que tels ne sont plus seulement des hôtels de stockage où on va faire dormir de la marchandise. C'est vraiment de l'industrie avec des moyens technologiques de plus en plus avancés et à la pointe que beaucoup nous envient maintenant. Très bien. Merci beaucoup, Frédéric. Et c'est sur cette question que nous allons clôturer cette jolie table ronde. Merci beaucoup, en tout cas, Cécile. Merci François-Xavier. Encore un grand merci, Frédéric, qui nous a fait le plaisir de se connecter avec nous à distance. N'oubliez surtout pas de voter pour le prix Startup 2020. C'est encore le temps. Il y a encore le temps, pardon. Vous avez encore jusqu'à demain matin, je dirais, demain midi pour élire la Startup 2020 sur le sujet de la supply chain. J'en profite aussi pour remercier très chaleureusement les équipes d'Agora Manager Club et les équipes d'Agora Media, ainsi que nos autres partenaires. Je pense à Supply Chain Village, notre partenaire Gold, Supply Chain Event, la SITL et Supply Chain Magazine. Je vous dis à demain pour cette dernière journée avec Eric de Ritmaten et Didier Terrier, directeur général chez Arthur Lloyd Logistique, qui reviendront sur un sujet des plus à propos, le rapatriement de la production et la question des relocalisations. Vaste sujet. Bonne soirée, à demain.